Merci. Alors, écoutez, quand il faut, comme moi, faire la synthèse du colloque auquel on vient d'assister pendant une journée et demie, on se demande si, comme tous les autres conférenciers, il faut vraiment remercier les organisateurs. Mais tout de même, je les remercie de cette invitation. Et puis, je voudrais souligner le travail extraordinaire fait par des types comme Pierre Trudel sur ces questions-là, et puis Karim, à la fois comme membre de cet axe de recherche et puis directeur du centre de recherche en droit public, et puis directeur scientifique aussi du regroupement Droit et Changement. Maintenant, ils ont eu une idée, en tout cas, ils ont fait preuve de sagacité, je pense, en demandant à quelqu'un, la synthèse de quelqu'un qui, en fait, ne connaît rien aux questions de virtualité. On était à ce moment-là assez certain qu'il ne nous servira pas sa propre sauce, mais il est un peu tenu, puisqu'il ne connaît rien, de rendre compte de ce que les autres ont vraiment dit. Alors, évidemment, je sors d'ici avec un certain nombre d'éléments. D'abord, j'ai pas mal de notes de prise. J'ai appris beaucoup de mots nouveaux. J'ai beaucoup plus peur aussi que j'avais en rentrant. Je suis d'accord avec Pierre Trudel que dans la vie, ça prend des fantasmes. Alors déjà, ça, c'est pas si mal. Maintenant, connaissant rien à la virtualité, j'ai quand même pris 2 décisions. La première, c'est que finalement, je vais me brancher. L'affaire que vous dites, l'Internet, là, ben, je vais me brancher à l'Internet aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. Parce que j'ai compris avec le professeur Poulet en particulier que l'Internet, ça fait que tu es connu par des milliers de gens que toi, tu ne connais pas. Et ça, c'est une vraie réputation. C'est quand tu es connu par des gens que toi, tu ne connais pas. C'est là que tu sais que tu es quelqu'un de connu. Et dans ce sens-là, je trouve ça fantastique. Et j'ai pensé à cette affaire de clone aussi. Ça, c'est une riche idée. Je pense que je vais en demander un aussi, finalement. Parce qu'au moins, à la maison, il va y avoir quelqu'un qui me comprend vraiment. Tu sais, toi, lui, toi. Et là, enfin, je serai compris, ce qui est le grand fantasme, comme vous savez, de l'intellectuel. Je me demandais quel angle emporter, ou en tout cas emprunter pour conclure ce forum, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'échanges aussi. J'ai trouvé finalement la solution ce matin dans la déclaration de Fabien Gélina qui dit qu'il ne parlerait pas de démocratie. Alors, c'est ce dont je vais parler maintenant. Et je vais essayer de le faire dans une perspective de sociologie politique du droit, d'une certaine façon, en essayant de couvrir tous ces angles, sur 3 questions, en fait, qui forment 3 parties pour cette synthèse-là. La première, sur le problème de la fragilisation de l'État et de la citoyenneté. Un deuxième aspect que j'aimerais traiter sur la question de la virtualisation et qui est lié au problème de la liquéfaction du sujet. Et puis, un dernier aspect sur la dissolution et la recomposition des forums dans lesquels il est possible ou il ne sera pas possible de participer à la définition des normes qui vont finir par nous régir par le biais des techniques, entre autres, qui virtualisent notre rapport aux autres. Donc, premier élément sur la fragilisation de l'État de droit et de la citoyenneté. Ce sont des préoccupations qui ont été générées par la présentation de Daniel Mockel hier et qui m'ont beaucoup inspiré. Autour de cette question de l'éviction de l'État, en fait, et puis de l'éviction de l'État en partie du fait de la réduction de la fonction étatique à des fonctions plus managériales. Pierre Trudel en parlait également tout à l'heure, c'est-à-dire la réduction du rapport entre l'État et le citoyen à une relation de contrôle, en fait, potentiellement, de service et de contrôle. Et ça me préoccupe parce qu'il y a derrière ça une forme contemporaine de ce qu'on appelait dans les années 70 de la fin du politique, c'est-à-dire la fin du débat, la fin de l'État comme un espace de délibération. Et dans ce sens-là, dans ce passage-là à un État plus managérial, qui finalement administre plutôt des systèmes que ce qu'il gouverne les hommes, d'une certaine façon. Dans ce passage-là, je trouve qu'il y a une réduction extraordinaire de la fonction politique elle-même, et puis une réduction de l'espace où peut s'affirmer la citoyenneté, qui est en fait un des éléments de l'État de droit. Je suis assez d'accord avec la définition ou les définitions diverses qui ont été données, mais qui sont plutôt inspirées de la théorie du droit sur qu'est-ce que l'État de droit, c'est-à-dire toute la question du constitutionnalisme. Mais derrière le constitutionnalisme, il y a la définition d'un cadre constitutionnel. Et ce cadre constitutionnel, dans les sociétés démocratiques, très largement, c'est la définition des conditions de la délibération. Et conséquemment, si on le traduit du point de vue du citoyen, le constitutionnalisme,
eh bien, c'est le droit de participer aux normes par lesquelles on est géré, en fait. Et c'est en l'absence de ça que le citoyen, ou en tout cas l'individu, le sujet, qui peut quand même être un sujet de droit d'une certaine façon, est plutôt victime de l'autoritarisme de l'autorité, ou en tout cas des détenteurs du pouvoir politique. Et je trouvais que derrière, donc, cette régression-là vers une approche plus managériale, il y avait une perte fondamentale pour la vie politique. Qu'est-ce que la virtualisation a à voir avec ça? Eh bien, je dirais d'une certaine façon, pas grand-chose. Il est très probable que cette régression-là de l'action de l'État soit essentiellement due à la bureaucratisation de l'État lui-même et que, d'une certaine façon, la technologie et la virtualité, la virtualisation des relations entre l'État et le citoyen soit uniquement un vecteur d'un processus beaucoup plus large, en fait, et qui fait tranquillement du citoyen un client, un usager, plutôt qu'un acteur de sa destinée. Et dans ce sens-là, il n'y aurait ici qu'un effet, je dirais, d'accélération lié à la présence de la technologie ou de ces technologies-là. La difficulté que ça me pose sur le plan politique, c'est qu'à partir du moment où l'État et l'espace dans lequel l'État se déploie perd de sa signification pour le citoyen en tant qu'espace de référence, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, mais c'est une tendance qu'on peut observer, eh bien, il se retrouve finalement confronté à deux systèmes de relations à lui-même différents, ou en tout cas, sa communauté de destin, parce que finalement, l'État, c'est également ça, et j'en reparlerai. Sa communauté de destin est obligée de la définir en fonction de relations qu'il a avec d'autres que ceux qui sont les plus immédiatement, territorialement reliés à lui et fiscalement reliés à lui. Et là, il a deux possibilités, dont il a été question aussi. La première de ces possibilités-là, c'est la définition de sa relation aux autres en fonction d'intérêts partagés. Et c'est un peu la perspective dans laquelle c'était traité hier, c'est-à-dire qu'au fond, on crée des communautés humaines à l'extérieur des réseaux localisés géographiquement. Et donc, c'est la communauté d'intérêt pour un certain nombre de thèmes, de sujets, de préoccupations qui fait la communauté, qui fait la nouvelle communauté politique. C'est la première fuite en avant, je dirais, ou en tout cas, c'est la première porte de sortie de la communauté de destin national. Mais il y en a une deuxième aussi, et c'est celle qui était abordée par Mme Bordet hier, c'est que plutôt que de se définir par rapport à une identité nationale, on en vient à se définir comme espèce, c'est-à-dire une fuite dans une appartenance beaucoup plus large, où là, il n'y a plus de territoire non plus, puisqu'on partagerait tous, en fait, cette même identité. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qui est vraiment l'alternative à la communauté de destin, si ce n'est pas la communauté de destin telle que l'État et telle que l'État de droit tend à la préserver, à la conserver, à la promouvoir et à la normer. Et il me semble que là, on est en face, en fait, de l'alternative, ou en tout cas de deux possibilités nouvelles d'identité et de définition d'espace pour des communautés de destin. La question, c'est de savoir si c'est si viable que ça, que la fuite en avant soit dans un sens ou que la fuite soit de côté dans un autre sens. Et il y a un problème, évidemment, là-dedans, c'est de savoir, parce qu'une fois qu'on se dit ça et qu'on en vient à se dire que ces nouvelles communautés-là sont peut-être d'une grande virtualité, justement, sont peut-être d'une grande fragilité, sont peut-être d'une grande abstraction. Est-ce que finalement, l'État de droit et l'État en tant que système de référence, est-ce qu'il nous offre quelque chose de moins virtuel, en fait? Et ça pose le problème de la virtualisation, qui est la deuxième partie de la présentation. Est-ce que c'est à quoi on assiste actuellement, j'expliquais tout à l'heure le problème de la réduction de la fonction étatique à une fonction managériale. C'est une première régression, mais parallèlement, sur le plan de notre histoire collective, sur le plan de l'histoire des États, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu cette tendance à la virtualisation? C'est une des choses qu'on apprend dans l'histoire politique des révolutions. Le passage, par exemple, en France, de la notion de peuple à la notion de nation, qui est quelque chose de beaucoup plus abstrait que la notion de peuple. Est-ce que ce n'est pas, en fait, déjà une forme de virtualisation de la communauté de destin? Mais c'est peut-être un mouvement beaucoup plus ancien. Est-ce que l'histoire humaine n'est pas l'histoire d'une virtualisation?
est-ce que dans nos rapports par lesquels, graduellement, on se distingue de la nécessité pour définir de plus en plus entre nous quelle est la condition et le sens de ce qu'on fait ensemble, est-ce que dans cette mutation-là, il n'y a pas constamment la tendance vers une virtualisation, en fait, de nos relations aux autres? Est-ce que l'objectivation graduelle de nos rapports aux autres, la construction de mythes, même dans les sociétés assez élémentaires, mais avec la multiplication des relations, avec la complexification des rapports sociaux, avec l'accroissement du nombre des individus qui vivent avec les uns avec les autres, est-ce que la construction de l'objectivation de nos rapports aux autres n'est pas un processus continu auquel ne ferait que participer d'une autre façon ces technologies de la virtualisation? Et c'est un peu l'idée que je finissais par m'en faire, finalement, qu'on a passé notre vie, du point de vue de notre histoire comme humain, à virtualiser nos relations et qu'en fait, on n'est qu'à une étape de plus de ce processus-là, qui est du fait de l'accroissement des populations, du fait du développement d'un certain nombre de technologies, mais du fait plus largement de la complexité de nos rapports, de la nécessité de les poser à un niveau d'abstraction supérieur qui est nécessaire, qui nous permet de distinguer le rapport objectivé qu'on a avec les autres de la sphère propre de notre personnalité et qui fait que l'individualité est possible. Peut-être que ce phénomène-là est en fait un phénomène extrêmement large dont on ne peut pas s'échapper et qui, dans le fond, construit les conditions de notre propre institutionnalisation en tant qu'humanité. Et dans cette perspective-là, bien, toute la question de la technique se pose, mais elle n'est qu'une condition de plus de notre mise à distance par rapport aux autres, au fond, et même de notre mise à distance par rapport à nous-mêmes, s'il s'agit de le traiter du point de vue des technologies offertes par la biotechnologie, qui fait qu'on devient plus ou moins, le corps devient le véhicule de ce qu'on est, corps sur lequel, potentiellement, on peut ajouter des annexes qui nous permettent de nous survivre à nous-mêmes et qui créent, d'une certaine façon, de ce point de vue-là, une forme de distance entre nous et ce qu'on est physiquement. Là, je revois tout à l'heure M. Gregory. Là. Il y a là quelque chose à réfléchir, en tout cas, et je pense qu'on ne pourra pas réfléchir le développement de la technologie sans considérer peut-être qu'en fait, ce mouvement-là est d'abord et avant tout un mouvement culturel. Et au sens très fort, parce que la culture, qu'est-ce que c'est? C'est justement ce processus par lequel on crée du sens sur les conditions de notre rapport aux autres, et dans la production de ce sens-là, les conditions de l'objectivation de nos rapports aux autres, la construction des raisons pour lesquelles nous vivons ensemble. Et il y a là quelque chose donc qui participe ou auquel la technologie participe plutôt qu'elle en est réellement l'agent unique. Et je me disais qu'il y a quelque chose là donc fondamentalement à réfléchir parce qu'elle est très liée, cette question, à la question de la communauté de destin. En même temps, cette virtualisation-là ne doit pas faire oublier qu'il y a des conditions assez concrètes qui rendent la communauté de destin possible. Si on regarde l'histoire de l'État lui-même, pour revenir à lui, et les mythes fondateurs de l'État, vous savez, quand on lit Hobbes ou qu'on dit ou Locke ou Rousseau, on est dans les mythes fondateurs de nos sociétés, finalement. Et ces mythes-là sont construits sur la nécessité pour les uns et les autres d'assurer leur sécurité et de créer un espace de délibération pour définir les conditions de leur rapport aux autres. Il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement virtuel. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la réalité, les États se sont constitués à partir de la capacité de certaines entités de s'imposer, souvent par la violence, d'imposer un certain ordre, de contrôler une certaine population et de sécuriser les rapports à l'intérieur d'un certain espace, de créer de la prévisibilité dans les relations des gens les uns avec les autres, et que dans le fond, il y a une forme d'opposition constante entre l'histoire qu'on se conte, l'objectivation de nos rapports, la virtualisation de nos rapports aux autres, et puis les conditions très concrètes qui rendent possible, en fait, la vie ensemble. Et il y a donc une tension là, non, je dirais, résolue à réfléchir. Et même si on admet, mais cela étant, même si on admet que la construction de l'État a été établie sur des conditions socio-historiques très spécifiques qui ont favorisé la segmentation des territoires et puis la limitation et la délimitation d'un certain nombre de populations sous une autorité particulière, une loi particulière, derrière, ou en tout cas par extension, ça n'a pu se maintenir que sur la base d'une virtualité aussi, c'est-à-dire sur la base de mythes légitimants, sur la base d'une légitimité qui s'est construite graduellement et qui fait que l'État de droit n'est pas seulement un système organisé, mais également une certaine croyance.
Et je crois qu'il y a dans cette croyance-là quelque chose d'important parce que j'ai le sentiment parfois qu'on est en train de se servir de la croyance qu'on a créée sur le système dans lequel on vit pour essayer de se projeter plus loin sans tenir compte des conditions très particulières, historiques, matérielles dans lesquelles l'État de droit a été conçu, établi. Et alors qu'on essaie de se projeter en se demandant ce que la virtualisation va nous permettre de constituer éventuellement de nouvelles communautés collectives, de nouvelles communautés de destin, je pense qu'on se trompe sur les conditions qui vont rendre possible la construction de ces nouvelles communautés et qu'il faut être conscient de plusieurs éléments, de plusieurs limites au système dans lequel on est. D'abord, l'État n'a jamais eu complètement le monopole de la normativité sur les territoires, et on le voit avec les commandements raisonnables aujourd'hui. Il a constamment lutté avec d'autres sources, d'autres nœuds de normativité, et conséquemment, l'histoire de l'État, c'est l'histoire d'une lutte sans fin pour établir un certain monopole normatif qui n'a jamais été complètement établi. Parallèlement à ça, il faut voir aussi que si l'État s'est maintenu, c'est pour des raisons extrêmement concrètes, et Karim en a parlé hier, c'est parce que c'était la formule la plus fonctionnelle entre l'Empire d'un côté puis la cité de l'autre, et c'est parce que cette fonctionnalité-là était assurée, c'est parce qu'elle produisait réellement de la richesse et qu'elle produisait réellement du sens, que l'État a finalement pu prendre une certaine signification. Aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il faut quitter cette convention-là ou est-ce qu'il ne faut pas éventuellement reconnaître le caractère toujours limité de la souveraineté de l'État et reconnaître que le droit des gens, dont on a parlé également hier, c'est quelque chose d'applicable dans des relations qui ne sont pas territorialisées, qui s'établissent dans d'autres cadres que les cadres nationaux. Et je pense que là-dedans, il y a une immense erreur, parce que ça laisse supposer qu'on peut facilement recomposer des communautés de destin, alors que celles qui existent déjà sont le produit d'une très grande difficulté, sont le produit d'une très grande évolution. Et donc, je dirais qu'il y a un fantasme là, hein, Pierre? Il y a un fantasme là. Il y a le fantasme de la possibilité facile, qu'on peut facilement reconstituer des communautés politiques d'une certaine façon, d'autres champs de relations des individus les uns avec les autres. En fait, il y a le postulat d'une individualité qui correspond peut-être pas à la réalité des rapports humains et de la réalité de notre rapport à nous-mêmes. Et je pense que c'est une erreur de perspective qu'on a actuellement de croire qu'on bénéficie que la liberté individuelle, celle qui permettrait justement la recomposition constante de nos rapports collectifs, que cette individualité-là, elle a toujours existé. C'est une chose qui est postulée par la philosophie politique libérale, l'idée que la société s'est fondée sur le contrat que les gens passent les uns avec les autres. C'est toute la thèse du contractualisme. C'est une thèse très forte sur le plan philosophique. C'est une thèse à laquelle adhèrent des gens comme Rawls, encore actuellement, à laquelle indirectement adhèrent aussi des types comme Habermas. On est dans l'idée de la possibilité de recomposer constamment nos rapports, alors que, historiquement, l'État ne s'est pas constitué sur cette base-là. Et plus encore, l'individualité peut être elle-même, celle qu'on suppose être la base de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux rapports décontextualisés, de nouveaux rapports déterritorialisés, est peut-être le produit de ce que les États ont fait de nous. Et que de cette certaine façon, de postuler l'individualité, qui est en fait le produit d'une certaine condition socio-historique, de manière à sortir et à trouver un point de fuite en dehors des solidarités créées et des communautés de destin nationaux, il y a peut-être dans cette idée-là, en fait, une fausse piste, parce que l'individualité qui permet normalement cette récomposition-là est le produit, justement, des conditions de relation à l'intérieur des États de droit tels qu'ils ont été constitués et dans lesquels, justement, on a pu délimiter ce qu'était la sphère du public jusqu'à un certain point du privé, même si on sait que ce sont des catégories pas faciles à manipuler, mais qui ont rendu possible le développement de la personnalité, le développement d'une sphère propre à chaque individu, qui lui donne aujourd'hui le sentiment d'une extraordinaire autonomie, alors que finalement, cette autonomie-là n'est pas une condition primordiale de l'humanité, mais le produit d'un certain état des rapports sociopolitiques. Il y a donc quelque chose à réfléchir autour de ça. Et puis, il y a aussi le risque ou la difficulté de pouvoir tirer avantage de ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de recomposer potentiellement d'autres systèmes de référence? Bien, il y a la possibilité de créer d'autres normativités. Et c'est de ce dont il a été question pratiquement toute l'avant-midi. Comment, à partir de communautés virtuelles qui ne sont pas associées à l'état de droit tel qu'on le conçoit, qui ne sont pas sécurisées
par le droit tel que l'État de droit peut le garantir, ou le rule of law dans ce cas-ci. Comment est-ce que ces nouvelles communautés-là vont parvenir à gérer et à définir les normes qui vont les régir? Et je trouvais que dans beaucoup des échanges, on postule très facilement la facilité avec laquelle, du fait de la transparence que rend possible la nouvelle technologie, qu'on va pouvoir assez facilement, collectivement, parvenir à établir de nouvelles normativités au cas par cas, par essai, par erreur, dans les rapports entre les vendeurs et les consommateurs, dans les relations entre les internautes, dans les relations entre tous ces gens qui sont liés les uns aux autres et auxquels je me joindrai bientôt quand je serai branché sur Internet, que tous ces gens-là bénéficient de la fluidité et de la transparence qui est offerte par la nouvelle technologie, alors qu'on est dans des rapports complètement asymétriques du point de vue de cette transparence-là. Et c'est le problème que je posais tantôt. C'est-à-dire que notre possibilité réelle d'avoir accès et d'avoir à une certaine fluidité de l'information, et une certaine fluidité sur les conditions de fonctionnement des entités avec lesquelles on rentre en relation, elle est beaucoup plus faible que leur possibilité qu'ils ont, eux, de pouvoir entrer et s'informer à cause de cette transparence de qui on est, de la façon dont on fonctionne. Et cette asymétrie-là des transparences m'apparaît extraordinairement problématique. Pourquoi? Parce que, tôt ou tard, dans ces relations, qu'on suppose à peu près égalitaires entre internautes parce que chacun a un écran, il y a le risque extraordinaire de la manipulation. Et ce risque de la manipulation, c'est très exactement lui que l'État de droit a tenté, pas toujours très, très facilement, de contrer. Entre autres, dans ce système qui fait qu'un pouvoir, en s'opposant à un autre, parvient à le contrôler. Il y a donc le premier problème dans la délibération qui devrait conduire à la définition de nouvelles normativités au sein de ces communautés qui sont des communautés plus virtuelles. Il y a le mythe de la transparence qui en fait, qui ne remplit pas ses promesses lorsqu'il s'agit de voir dans quelles conditions ça se déroule. Et il y a un autre problème lié à ça, mais qui est vrai pour toutes les sociétés démocratiques, c'est le problème de la prévisibilité, c'est-à-dire la possibilité de savoir quelles vont être les conséquences des choix normatifs qui sont faits à un certain temps. Ce problème-là, il est posé à tous les États de droit actuellement. Pourquoi? Parce que les décideurs et les définisseurs de la loi sont tellement pas au fait des effets réels des choix qu'ils vont faire aujourd'hui, qu'ils sont déjà obligés de partager ces choix-là avec la communauté politique dans laquelle ils ont des responsabilités d'orientation, d'information et de décision. Alors, si c'est vrai au sein déjà des États de droit, qui sont des États organisés, où des procédures de délibération existent, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus vrai encore sur l'Internet? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus vrai de l'ensemble des technologies qui conduisent à une certaine virtualisation de nos rapports aux autres ou à nous-mêmes? Et dans ce sens-là, est-ce que la question se pose, et Karim l'a posée, est-ce que l'État de droit garantit mieux la possibilité de définir, en fait, et de contribuer à la définition de ces règles procédurales d'un côté et substantives de l'autre? Est-ce que l'État de droit garantit mieux que n'importe quel autre système la possibilité qu'on aurait de contribuer à la définition comme citoyen, comme usager de ces règles-là? Et c'est vrai que l'histoire de l'État, de ce point de vue-là, n'est pas l'histoire d'un immense succès. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même, en général, autour de l'État de droit, un certain nombre de supports. C'est-à-dire que le support existe quand même, le territoire existe quand même, la communauté de destin est rendue tangible, la coercition est possible. Et donc, la possibilité de croire qu'on peut vraiment avoir accès à sa destinée, ou du moins de contribuer à la définir, est déjà beaucoup plus crédible que dans un espace où on n'est pas très certain de ceux avec lesquels on est en train d'établir une communauté de destin. Et puis, finalement, il y a la légitimité des habitudes à laquelle Fukuyama réfère et que Cynthia Chassigneux, sur laquelle elle a construit une partie de ses propres travaux, et qu'on trouve, c'est une intuition qu'on trouve chez Weber aussi, que finalement, ce qui tient les systèmes, c'est très largement l'habitude qu'on en a. Si on considère qu'il y a la possibilité d'une recomposition des relations qu'on a aux autres par le fait qu'on crée des communautés d'un tout autre type, est-ce qu'on peut s'assurer un jour que de telles habitudes soient établies et créer la légitimité de ces systèmes-là? Mais surtout, est-ce qu'on peut un jour espérer, comme ça le laisse toujours supposer, que la transparence des rapports est l'équivalent des conditions qui permettent une réelle délibération? Et moi, j'ai d'extraordinaires doutes là-dessus. Et c'est un peu une question qui était posée par le professeur Geisen hier, c'est-à-dire que sur le plan des normes et de la définition des normes, est-ce qu'il y a compatibilité ou incompatibilité entre
la contribution à la définition de ces normes-là, et puis ce qu'il appelle le proto-normativisme ou la proto-normativité. Est-ce que finalement, le système fondé sur les ajustements mutuels est suffisant pour considérer que tous ceux qui contribuent à l'aveugle, à la définition, au coup par coup des normes qui finissent par se standardiser au fur et à mesure des échanges, est-ce que c'est suffisant pour croire qu'on est tous des contributeurs réels à la définition de ces nouvelles normes? Et ça pose le problème de savoir si, de ce point de vue-là, on peut si facilement substituer l'État de droit comme système de référence et de délibération par d'autres espaces, par d'autres forums. Et c'est la dernière question que je vais maintenant expédier rapidement parce que vous avez faim comme moi. La question du forum. Un des gros problèmes que moi je vois dans la virtualisation de nos rapports, c'est très largement l'absence justement de forums où les choses peuvent se discuter d'une façon qui fait de nous les acteurs réels de notre propre destinée, qui est le grand fantasme, en fait, qui est la grande ambition démocratique, et qui est une ambition jamais satisfaite, mais qui, d'une certaine façon, continue à habiter une bonne partie de ce qui se fait encore aujourd'hui au sein de l'État. Et il y a derrière tout ce qu'on a vu et tout ce que j'entends, il y a un extraordinaire déficit, en fait, démocratique. Peut-être que ce n'est pas... Peut-être que dans tout ça, il faut tenir compte de ce que nous-mêmes, notre conception du droit et de l'État est mythique, et donc qu'on croit peut-être qu'on peut protéger dans l'intérieur de l'État de droit des choses qu'en fait on ne protège jamais. Il y a d'abord une conception un peu mythique du droit, c'est l'idée, et les travaux des dernières années qu'on a pu mener nous-mêmes au Centre de recherche en droit public révèlent ça, c'est que les normes, c'est quand même pas seulement les normes c'est les normes, et c'est les institutions, et c'est les acteurs qui les font agir, hein, même Hart, c'est ça. Que la sanction n'est peut-être pas le moteur réel de la normativité et que finalement, le consentement est peut-être beaucoup plus fonctionnel dans nos rapports sociaux que l'idée même de sanction, même si dans certains cas, ce consentement-là vient du fait que quelque part, il y a une sanction. Et la question, c'est de savoir est-ce que le droit est vraiment ce modèle défini antérieurement au comportement? Alors que finalement, on sait que la plupart des lois qui fonctionnent bien sont des lois qui sont calquées sur le comportement que les gens empruntent le plus spontanément et qui est très largement une loi efficace est souvent une loi écrite a posteriori à la réalité telle qu'elle se structure. Est-ce que le droit est vraiment établi sur l'idée d'une certaine puissance publique ou est-ce que les meilleures lois encore ne sont pas des lois qui sont le produit des ajustements mutuels plus ou moins cristallisés dans la normativité juridique? Est-ce qu'il y a tellement de délibération dans le cadre de l'État de droit? Et est-ce que finalement, il y a une telle perte dans le cadre d'autres forums non définis ou mal définis encore qui se développent sur Internet spontanément et dont on espère voir naître finalement de nouvelles régulations sociales, d'autres modalités de vivre ensemble? Il y a donc tout ce fantasme autour du droit et ces imprécisions-là sur qu'est-ce que le droit et conséquemment sur ce qu'apporte vraiment l'État de droit par extension. Et puis, bon, il y a l'autre problème sur l'État de droit lui-même. Est-ce qu'il est la forteresse qu'on suppose? Est-ce qu'il n'est pas lui-même un des utilisateurs pervers, je dirais, des nouvelles technologies? Est-ce qu'il ne se sert pas lui-même de ces nouvelles technologies pour nous contrôler plutôt que pour nous faire délibérer les uns avec les autres? Et dans ce sens-là, je pense que c'est vrai que l'État de droit n'est pas le seul lieu possible, il ne doit pas être considéré comme le seul lieu possible de cette délibération-là. Mais il faut tout de même se poser la question. On a parlé ce matin, c'est Thomas Schultz qui a soulevé cette question-là, de la tension qui existe entre l'efficacité d'un côté puis les valeurs qui sont sous-tendues par l'État de droit de l'autre. Je trouve que cette question-là est une question fondamentale parce qu'elle pose la question de la légitimité, en fait. Qu'est-ce qui est légitime et de quelle façon on va pouvoir créer des normes qui seront considérées comme légitimes? C'est-à-dire qu'on ne sera pas nécessairement obligé d'imposer tellement par la contrainte, mais qui seront réellement fondées sur le consentement. On peut fonder la légitimité sur la source du droit et dire quand ça vient de l'État, c'est légitime parce que c'est l'État, et puis c'est tout le principe qu'il y a derrière l'idée de la légale rationalité, si je peux dire. Mais on peut aussi considérer que ce qui est légitime, c'est ce qui est efficace, c'est ce qui marche. Et c'est vrai que dans le débat autour des normes qui doivent régir les rapports entre les individus, membres de communautés virtuelles, il y a un petit peu ce postulat, en fait, que la satisfaction est la source du consentement et qu'il y a une forme d'équivalence entre la satisfaction et le consentement.
Ce qui m'apparaît extrêmement douteux comme façon de réfléchir à la légitimation et à la légitimité des normes, et qui nous montre qu'il y a quelque chose dans l'État de droit qu'on ne met pas suffisamment en évidence. Tout le monde sait depuis Machiavel que la satisfaction n'est pas suffisante et que même si elle crée du consentement, elle veut, ça ne veut pas dire que ce consentement-là est le consentement auquel on aspire dans les sociétés démocratiques. Alors, derrière toutes ces questions-là, c'est toujours la même, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des critères implicites de la légitimité? De la légitimité de ce qui est acceptable et pas acceptable lorsque ça vient par le biais des technologies de la virtualité? Est-ce que les choix doivent être faits au nom de ce que ça sous-tend comme valeur partagée, ou est-ce que tout doit fonctionner sur la base stricte de l'usage et de l'efficacité? Et si c'est le cas, finalement, je pense qu'on ferait perdre à l'idée d'État de droit un des éléments fondamentaux qui le caractérise et dont j'ai parlé dès le début, c'est que ce qui fait la force de l'État de droit et de l'État en même temps, lui-même, en tant que structure d'unification de la communauté politique, ce n'est pas seulement sa capacité à être efficace à créer de la richesse et de la prévisibilité, mais c'est également à créer du sens. Et c'est ce sens-là dont je ne suis pas très certain qu'on peut tous être les contributeurs égaux sur les nouvelles communautés qui sont en train de s'établir. Je crois qu'il y a un ravissement mal fondé sur la souplesse relative qu'on reconnaît à ces systèmes de relations et qu'il y a quelque chose à reprendre là-dedans ou à réfléchir parce que les rapports à l'intérieur de ces réseaux-là, contrairement à l'illusion qu'on en a, ne sont pas des rapports égalitaires et ne sont pas fondés sur aucun système de mise à égalité. Et donc, tout ce qui éventuellement vient des relations à l'intérieur de ces systèmes-là fait qu'il n'est pas très certain qu'on soit réellement des contributeurs et des définisseurs de ce qui nous unit et de ce qu'on peut faire ensemble comme communauté. Plusieurs glissements vont inévitablement venir de ces rapports-là qui aujourd'hui ont l'air extrêmement ouverts. Les ententes de gré à gré vont de plus en plus devenir des contrats d'adhésion. Les espaces d'ajustement mutuel vont se ritualiser et graduellement s'imposer dans leur forme. Les communautés des usagers vont devenir de plus en plus la république des administrateurs de systèmes. Le foisonnement actuel des options, et c'est déjà quelque chose de bien théorique quand on regarde la force et la capacité de s'imposer de systèmes ou d'ensemble d'outils qui nous sont plus ou moins imposés, comme c'est le cas dans la suite Office. Est-ce que la communauté des internautes et des acheteurs sur Internautes ne va pas tranquillement être substituée dans sa capacité à imposer ses standards par la communauté des vendeurs? Est-ce que l'ajustement mutuel, qui actuellement est encore possible au niveau d'un certain nombre de secteurs, ne va pas tranquillement le céder à des diseurs de droit plus ou moins engoncés dans leur pouvoir? Et finalement, est-ce que la simplicité qu'on reconnaît actuellement à beaucoup de procédures qui sont utilisées, on parlait ce matin à ce qui se passe sur eBay, de beaucoup de procédures de résolution, vont garder longtemps cette simplicité? Est-ce que finalement, Internet n'est pas, comme tous les processus sociaux, plus ou moins liés et condamnés à s'institutionnaliser? Est-ce que finalement, on restera toujours dans cette transparence et cette simplicité? Et si la réponse est non, eh bien, il faut réfléchir peut-être assez rapidement à la façon dont ces normes peuvent réellement être définies, à quelles conditions, si on considère qu'il y a une forme de démocratisation spontanée sur Internet, cette démocratie-là peut réellement s'exprimer, contribuer, faire qu'on peut contribuer à la définition des normes, et puis que soit du côté de la définition des normes elles-mêmes que de la définition des forums dans lesquels ces normes-là sont établies, il y ait la possibilité pour les internautes et pour finalement les usagers généraux de ces technologies et les clients éventuels de ces technologies-là, une réelle possibilité de contribuer à la définition de la normativité dont tôt ou tard ils vont devenir les objets, de manière à ce qu'on n'ait pas une perte, en fait, à l'intérieur de l'État de droit ou hors de l'État de droit, à recourir à des mécanismes qui nous donnent l'illusion d'une certaine liberté, qui en fait est déjà le produit d'un certain état des rapports sociopolitiques. Merci.
Je ne prendrai aucune question. Alors, Pierre, est-ce que tu invites les gens à aller chacun de son côté maintenant? Il faut conclure. Moi, j'ai juste synthétisé. Comme on dit, allez et ne pêchez plus. Et, donc, merci de votre participation. Et nous avons convenu qu'au cours des mois qui viennent, les actes de ce séminaire seront publiés. Et donc, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à nous tenir au courant de vos coordonnées pour qu'on puisse vous assurer un suivi approprié à cet égard. Coordonnées électroniques. Coordonnées électroniques, bien sûr. Oui, ça. Alors, merci encore et bonne fin de journée, bonne fin de semaine à tout le monde.